Payflows, on est une plateforme qui s'adresse aux grosses et moyennes entreprises, qui est principalement utilisée par les équipes finance, mais tous les employés s'y connectent. Et cette plateforme, elle est connectée à plusieurs systèmes. Hello Joseph, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Comme j'ai l'habitude de le rappeler à mes intervenants, j'ai une réelle volonté de créer un talk avec eux. C'est pour ça que je vais te demander déjà ta présentation, après on parlera de ta boîte. Alors, merci Tristan déjà de m'avoir contacté, c'est très cool à toi. T'es super bien équipé, franchement, c'est ouf. Donc moi je suis Joseph, je suis le CTO et cofondateur de Payflows. Voilà. Ok. Alors Payflows, qu'est-ce que c'est? Explique-moi un petit peu. Alors Payflows, on est une plateforme qui s'adresse aux grosses et moyennes entreprises, qui est principalement utilisée par les équipes finance, mais tous les employés s'y connectent. Et cette plateforme, elle est connectée à plusieurs systèmes critiques de l'entreprise. Le système comptable, le système RH et, on va dire, le monde des paiements. Et donc, cette plateforme, elle a plusieurs modules. Elle a un module de gestion des achats, un module de gestion des fournisseurs, un module de gestion des paiements et de la trésorerie, et un dernier module de gestion de l'encaissement. Et donc, notre mission là-dedans, qu'est-ce que c'est? En fait, la vision, c'est il faut rendre les équipes finance autonomes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est quoi le but d'une équipe finance? Le but d'une équipe finance, c'est d'avoir une donnée qui soit autant financière qu'économique, réconciliée. En gros, ce qu'ils aiment bien, un comptable, il veut aller mettre une facture dans les bons comptes comptables, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez la comptabilité, mais en gros, quand j'achète un ordinateur, j'ai fait une transaction avec Apple, j'ai fait une transaction avec ma banque. C'est bien que tu mettes un parallèle comme ça. Et aussi, j'ai un compte de charge. Parce que quand je vais voir mon bilan, je ne vais pas que voir Apple, je vais te dire, voilà, en ordinateur, j'ai dépensé tant. Et donc tout ça, je vais le mettre, c'est comme on avait plusieurs comptes bancaires dans mon livre comptable, et j'ai plusieurs comptes, et donc j'ai des transactions qui vont dans chaque compte. Et donc je vais attribuer des montants. Et je vais aussi, par selon, mettre ma TVA. C'est important, je déclare ma TVA. Et donc, ça, c'est une équipe comptable. Une équipe qui gère les achats, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'assurer que tous les process de validation d'une commande a été respecté. C'est-à-dire que si on achète un laptop dans Payflows, il faut que ça passe par exemple par le CTO. Et on a, c'est le modèle, c'est toujours les mêmes modèles, c'est pas un autre. Donc en gros, Payflows, qu'est-ce qu'elle va faire? On va lier tout ça et on va permettre à ce que les équipes finance, que ce soit les équipes comptables, achats, trésorerie, on travaille dans le même outil, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça, cette idée, elle vous vient d'où? Tu fais ça depuis combien de temps? Alors, l'idée, elle nous vient d'où? Très drôle. Avec mon associé, que j'ai rencontré donc, dans ma précédente entreprise, j'étais chez Luco, on s'est dit qu'on allait créer une boîte ensemble, et on s'est dit, on aimait bien la fintech, on s'est dit, on va voir. Donc on a commencé à parler avec on appelle ça des CFO, mais des directeurs financiers, des DAF. Donc ça c'est l'explication française, on ne va pas faire trop d'anglicisme. Et donc on a compris que le vrai problème, en gros, parce qu'en fait mon associé et moi on est différents, mais sur ça on est très très similaires, on aime attaquer des vrais problèmes, on aime vraiment résoudre des problèmes. Les vrais problèmes, c'était en fait qu'il y avait un problème de collaboration dans ces départements finance. Et que parfois, avec le monde des VC et des levées de fonds, les systèmes, ils ont été faire du vertical. C'est la plus vite de dire, moi je vais faire un super système, tu vas voir, tu mets toutes tes factures, je vais faire de l'OCR et boum, terminé. Ah, moi je vais faire super système, je vais faire que du paiement, ainsi de suite, terminé. Mais il n'y a personne qui a dit, attends, en fait, le problème entre réconcilier les paiements et les factures, c'est Jacqueline de la compta qui va se le taper à la mano, tu vois. Ah, oui, mais ça c'est plus long. Donc ils se sont dit,
Ils m'ont dit, mais en fait, c'est ça le vrai problème. Le problème, c'est que l'information, elle ne communique pas bien, elle n'est pas fluide entre les systèmes. Et donc, c'est des API humaines qui faisaient qui allaient reporter la donnée d'un système à un autre. Ok. Voilà. Ah bah trop cool. Est-ce que c'est clair déjà? Ouais, c'est carrément c'est super clair. Qu'est-ce que c'est le métier de CTO? Tu sais que tu es le premier CTO que je rencontre. D'habitude, j'ai plus l'habitude de rencontrer des CEO, etc. C'est plutôt cool de pouvoir échanger aussi sur la partie technique et voir le métier de CTO au quotidien, surtout sur des fintechs comme la vôtre. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce métier et de ce que tu fais au quotidien? Alors, ce métier-là, c'est comme tous les métiers. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire CTO C'est Chief Technology Officer. Ouais. Et c'est comme tu en fais un peu ce que tu en veux et ce que tu es. Et il faut savoir que dans la vie d'une startup, on a 2 ans et demi, en fait, CTO, c'est le CTO du premier jour. Ouais. C'est pas pareil que le CTO que je suis aujourd'hui, ainsi de suite. Ça Ouais. évolue avec une entreprise qui évolue. Si on parle, par exemple, si on peut dire, on peut couper en 3 périodes. Ok. Donc au début, un CTO, en fait, ça va être la personne qui va pas mal coder et qui va un peu leader la partie technique. Ok. Et son principal but, c'est faire un produit qui marchote. Parce que qui marche. Oui. Il y a du temps, il y a de il y l'argent, a il y a des équipes. On va dire qu'un produit, faut sortir le plus vite possible un produit qui marchote et qui a de l'attraction chez le client pour entraîner un peu quelque chose, une roue qui s'alimente elle-même, qui dit bah voilà, j'ai des retours clients qui sont positifs ou pas positifs, mais je peux améliorer, ainsi de suite. Et ainsi de suite, je fais un produit qui sert vraiment le client, qui a un impact. Donc ça, c'est en gros la première chose, on va dire, du développement, ainsi de suite. La deuxième, c'est en gros, un CTO, il va commencer à muscler son équipe et avoir une vision un peu plus long terme en termes de produits, de technique. Et il va falloir qu'il articule cette vision aux autres personnes pour qu'elles aient le contexte et qu'il la traduise en, par exemple, un plan de recrutement, en un plan technique ou un plan d'organisation. La troisième phase, c'est que le CTO, après ça dépend, une fois que les choses commencent à tourner, une partie de ce plan technique, ça, l'entreprise elle sait vraiment ce qu'elle fait, elle est plus assise. Certaines personnes ont pris du galon et donc ils vont gérer une partie que le CTO gérait avant. Et selon les CTO, il y en a qui aiment beaucoup accompagner ou coacher les personnes, que ce soit les managers ou ce qu'on appelle ça, les ingénieurs, on appelle ça des IC. Donc, il y a d'autres qui aiment plus, qui sont parfois un peu plus, je me retrouve parfois un peu plus pionniers, dans le sens où leur qualité première, c'est d'aller faire de l'innovation et d'aller vite sur des défis techniques un peu compliqués. Ce qui est un peu ma qualité. Ok. Et là aujourd'hui, toi, tu te situes plus dans cette troisième. Alors moi, je suis entre les deux. Parce que j'adore faire grandir les personnes et je grandis surtout beaucoup avec eux. C'est un peu égoïste. Mais c'est vrai que moi, je suis très branché. J'ai fait pas mal de machine learning et tout ça. Ok. Ça, on va en parler un petit peu après. Et donc, on a pas mal. On commence à développer. Il y a quand même pas mal d'automatisation, on va dire d'IA dans le produit. Et donc ça, j'aime bien mettre les mains dedans. Un peu profondément là-dessus. Et tout ça, t'as appris ça comment? Tu t'as fait des études là-dedans? T'es un geek un peu depuis que t'es tout jeune. Comment ça se passe un petit peu? J'ai un parcours très atypique. Vraiment tout ton parcours, Je suis curieux de savoir tout ça. Moi, j'ai pas du tout commencé par la tech. Alors, déjà, j'ai fait prépa et après, je suis arrivé à l'NCMag. J'ai jamais été un super élève. J'ai toujours été moyen plus. Assez feignant comme personne. De base. Et comme je suis feignant et que j'étais à l'NCMag, je me suis dit c'était quoi le meilleur moyen d'être libre, c'est d'avoir un peu de fric. Et donc je me suis dit je vais faire quoi? Je vais faire trader. Et donc j'ai commencé trader. Voilà, c'était en 2009. 2008-2009, donc pour ceux qui sont pas, il y en a peut-être pas qui sont pas nés, mais bon, il y a 16 ans, il y a eu une énorme crise des subprimes. Et donc être trader à cette époque-là, c'était pas les super années, mais c'était sympa. Et donc j'ai commencé là-dessus et j'ai fait ça à peu près 4-5 ans, à Milan, à Londres.
Puis après, les régulations changeaient, le job était moins intéressant et puis je me suis fait virer. C'était une super expérience, ça, c'était très drôle de se retrouver à 10h au pub. Ouais. C'est quand on est en Angleterre, quand tu es licencié en trading, tu quittes directement ton lieu de travail. Ah oui, donc tu arrives le matin, Ouais, même pas, tu commences ta journée, il y a quelqu'un à 10h qui arrive qui dit c'est fini en gros. Ah ouais, putain. Et tu quittes ton moment. Comme dans les films. Comme dans les films, et donc tu étais au pub à 10h pour ta colline, pour rigoler. Donc ça c'était drôle. Et après je me suis dit, je savais pas trop quoi faire de ma vie, pour être franc. J'avais pas de passion, ça me passionnait pas du tout ce que je faisais. Et moi j'ai toujours bien aimé coder et faire des maths. Okay. Ça a toujours été, et même quand j'étais trader, je faisais un peu des trucs algorithmiques, ça. C'est toujours ces trucs-là qui m'ont plus botté que le reste. Okay. Bon, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, tout ça? Je reprends mes études, non? Et à ce moment-là, mon père avait un peu besoin d'aide dans son entreprise familiale et je l'ai rejoint. Et j'ai appris pas mal de choses qui m'ont servi aujourd'hui. Ouais. Et donc là, j'ai été quoi, un peu... par exemple tout ce que système comptable, ça, je n'y connaissais rien. Ouais. Et le fait mon papa, il a monté une boîte qui a à peu près maintenant aujourd'hui 50 employés. Il doit faire à peu près, qui marche bien. Ouais. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle produit des machines à laver la vaisselle. Okay. Et des produits détergents. Et là où elle est très forte, c'est qu'elle permet de louer des machines à laver la vaisselle qui sont un investissement fort. Ouais. Et elle assure le SAV si le client prend des détergents. Et donc là, j'ai appris plutôt le vrai business, la relation client et la compta, ainsi de suite. Et c'était très très enrichissant. C'était pas du tout mon truc, pour être franc. Ouais. Je m'éclatais pas beaucoup, mais j'ai fait ça 3-4 ans. Et je me suis dit après, vas-y, il faut reprendre ses études et il faut faire quelque chose de sa vie, quoi. Et donc j'ai fait un master professionnel en ML à Télécom Paris. J'ai fait une thèse pro. Et je me suis orienté vers vraiment le machine learning. Ça m'a vraiment passionné. Ouais. Et je suis devenu chercheur au ministère des Armées en machine learning. Ah ouais, génial. Donc, tu as eu le courage quand même de tout, entre guillemets, tout plaquer pour te reformer. Après, courage, c'est pas vraiment du courage. J'étais assez privilégié, j'avais de l'argent de côté. Je venais d'avoir une petite fille, j'étais très content. Franchement, c'est pas grand-chose. Donc là, après tout ça, travail ministère des Armées, tu bosses dans une autre boîte juste après ministère des Armées, en gros, je travaillais pas être méchant pour la fonction publique, mais je travaillais à perte. Okay. En gros, je dépensais plus que ce que je gagnais. Et à un moment donné, il n'y avait plus rien, donc il fallait partir. Mais c'était un super job. Et donc après, j'ai trouvé un autre job dans une start-up parce que j'avais toujours l'ambition de créer ma boîte. Ouais. Et je me dis, il faut que j'apprenne un peu comment ça marche. Parce que moi, je comprenais rien que les mecs, ils levaient des millions sur des decks, on captait rien. Je me dis, mais c'est quoi c'est quoi ce bordel, quoi. Et donc, j'ai rejoint Luco, où j'ai monté l'équipe de machine learning là-bas. Ok, voilà. Trop cool. Parce que toi, l'envie d'entreprendre, elle te vient depuis que tu es tout jeune? Ou tu as eu un déclic un jour où tu t'es dit, faut que je monte ma boîte, j'ai besoin de créer? C'est quoi un petit peu Alors moi, j'ai 2 envies. C'est surtout la liberté et j'adore construire des trucs. Okay. Et si tu veux construire des trucs en étant libre, t'as pas trop le choix de faire ta boîte, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc là, vous partez d'une feuille blanche. Comment tu montes un outil qui est d'une feuille blanche et le développer aujourd'hui avec des équipes et avoir un produit viable? Comment ça se passe un petit peu tout le processus de création d'entreprise dans ce milieu-là? Alors là, c'est complexe. C'est complexe comme question. Ouais. Je peux raconter comment ça s'est passé. Ouais, je peux raconter comment j'aurais aimé que ça se passe. Ouais, aussi, c'est des choses différentes. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Alors, comment ça se passe? En théorie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un cas d'usage assez simple, où il y a une plus-value, assez simple à montrer au client, pour que quelqu'un, en fait, ce que tu veux faire, c'est que tu veux que tes clients ils commencent à t'utiliser. Ouais.
gratuit ou pas, design partner, on appelle ça design partner, Ouais. mais tu veux, pour avoir un impact, pour comprendre, en fait, tu veux dire, ok, moi je vais payer pour apprendre, donc je vais développer un truc, ça va être gratuit, mais je vais apprendre un peu comment tu travailles, Ouais. et après, de fil en aiguille, je vais commencer à régler des problèmes de plus en plus importants. C'est un peu le game. Et donc, mais je pense que ça va changer. Ok, tu me diras pourquoi après. Je veux dire le programme. Et donc, après ça, donc, tu commences par un cas d'usage un peu simple, Ouais. très réduit, et t'enclenches comme ça quelque chose de positif avec les design partners. Tu multiplies le nombre de ce qu'on appelle des design partners qui sont en fait des clients. Puis à un moment donné que ton produit arrive à une certaine maturité, tu dis bah, maintenant vous allez payer. Et quand tu arrives à convertir tes design partners, c'est déjà un bon signe. Ouais. Ainsi de suite. Après, bah, tu étoffes ton produit, tu vas commencer à chercher des nouveaux clients. Et en fait, ta connaissance du métier, elle augmente avec les cas d'usage que tu règles et avec la diversité clients que tu as. Donc, c'est en gros, c'est ça ce que tu fais. Ouais. Ça, c'est clair. Ça, c'est parce que. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'en fait, tu n'as pas l'expertise au départ. Tu arrives sur un marché avec. La plupart des sujets, tu as une expertise qui est plutôt. Moi, je sais faire. Et encore. Je sais coder, je sais construire un SaaS, bon. Je sais faire une archi qui. Ça va. Je sais mettre deux, trois trucs en place, je sais faire un truc qui marche. Voilà, mais je ne suis pas comptable, je ne suis pas financier. Ouais. Mais tu as une expertise métier qui te manque. Mais aujourd'hui, l'expertise métier, tu n'as pas besoin d'aller chercher les gens. Tu as ChatGPT, tu as Claude, expertise métier, il en a. Il en a même plus que tes clients. Parce qu'il a vu surtout sur le domaine où il y a beaucoup de régulation, où c'est très écrit comme la finance, bah en fait, il s'y connaît plus. Ouais. Et donc je pense que ce qu'on va voir, je pense, c'est qu'on va avoir de plus en plus de boîtes qui vont aller très très vite, avec une énorme expertise dès le départ. Okay. Parce qu'elles vont capitaliser l'expertise, par exemple, d'un LLM. Ok. Qu'est-ce que c'est un LLM? C'est ce qu'on appelle un large language model. Ok. Donc c'est en gros, c'est un... Alors on va commencer par le début. Ouais, c'est bien. Au départ, comment on a fait de l'apprentissage pour un ordinateur? On s'est dit on va lui donner des milliards d'exemples. On va lui donner plusieurs milliards d'exemples avec qu'ils soient labellisés. Ouais. Et par l'exemple, il va apprendre. Okay. Et comment il va apprendre par l'exemple? C'est qu'on va essayer de répliquer un peu les réseaux neuronaux qu'on a dans notre cerveau en mathématiques. Et qu'est-ce que c'est? C'est en gros, j'ai plusieurs neurones qui sont des fonctions mathématiques et qui, selon la valeur qu'elles ont en entrée, te donnent une valeur en sortie, tout simplement. Ok? Donc ça, c'était les débuts du deep learning, ça date de pas mal d'années. Et les premières applications de ça, c'était la lecture des codes postaux sur les lettres. Ok. Ouais. Fait par notre ami Yann Lequin. Ok. Voilà. Avec des réseaux de convolution. Et donc ça, c'était des cas très limités en images. Après, il y a une révolution en 2012 où on a commencé à dire qu'on peut utiliser des GPU, donc les cartes graphiques pour les jeux vidéo, pour faire ces calculs-là, parce qu'en fait, c'est juste du calcul matriciel et ça se base très bien à la matricielle. Et donc, on a pu entraîner des plus grands réseaux. On peut faire des trucs un peu plus sympas. Labelliser des images, commencer à mettre des carrés autour des personnes, des trucs comme ça. Ouais. C'était pas mal. C'était pas genre le de ouf, mais c'était pas mal. C'est une vraie avancée. Ouais, mais c'était pas mal. Ensuite, on s'est dit, ah ouais, on peut faire des plus en plus gros modèles. Attends, on va voir si un modèle, il arrive à apprendre le langage. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va faire? En plus, le langage, c'est bien, c'est écrit, c'est dans Internet, c'est facile. Ce qu'on va faire, on va lui cacher une partie de la phrase, comme, je sais pas, moi j'ai 3 enfants, mais t'as pas d'enfants, mais pour non, pas encore, enfants, j'espère un jour. Je te souhaite. Et on va faire des phrases à trous, quoi. Ouais. Il va remplir les trous. Ok. Et ainsi de suite. Et donc là, jusqu'à arriver aux LLM, qui sont des énormes réseaux de neurones, qui sont basés sur ce qu'on appelle des transformers et de l'attention, pas rentrer dans les détails. Et donc, ils ont été entraînés sur pratiquement tout Internet, et ils ont été entraînés sur plusieurs choses. Déjà, le langage, donc la logique syntaxique. Ils ont une probabilité que un mot arrive après l'autre, c'est très clair. Et ils sont aussi entraînés sur des chaînes de raisonnement. Dire, voilà, je te donne un exercice en code, essaie de me le résoudre. Et donc, c'est comme ça. C'est pour faire simple. Donc, c'est ça un LLM. Ok. Donc, là, ça, c'est le schéma idéal. Vous, comment ça s'est passé? Nous, on a fait un peu des deux. Ouais. Voilà. Okay. Parce que nous, on est arrivé au milieu de la révolution.
Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on on avait une petite idée, on a commencé à dire, ok, ben, on va faire au trésorier parfois il a du mal à avoir des rapports qui soient journaliers et qui lui donnent l'information synthétique qu'il veut. Bon, on va commencer à se connecter toutes ces banques et on va lui faire construire son rapport. Ok. Et ça a commencé comme ça. Et ainsi de suite. Et après, après on s'est dit, bon, bah, ce qu'on va faire, on va commencer à faire les paiements. Et pour faire les paiements, on va pas faire que par API, on va commencer à faire du paiement en masse. Le paiement en masse, c'était par ce qu'on appelle EBIX. Et on dit, en même temps, tiens, ils ont nos clients, et parfois il y a des demandes de remboursement des employés. C'est pas très bien traqué, c'est fait sur des Google Sheets, bah viens, on met ça dans le produit. On a commencé à faire des flows d'approbation. Ah, mais si on fait des flows d'approbation, attends, comment ça marche la gestion des achats? Ah bah c'est à peu près pareil. Enfin, la gestion des achats. Ah, mais si on fait de la gestion des achats, on va se connecter à un ERP et ainsi de suite. Et après, pour accélérer à chaque fois, on a mis de plus en plus d'automatisation et on a de plus en plus utilisé les LLM pour dire, par exemple, quand j'ai ce type de facture-là et je veux le mettre dans l'ERP et ça me donne cette erreur-là, qu'est-ce que je fais? Et ça nous aide à développer beaucoup plus vite. Ok, trop cool. N'hésite pas à me dire si je dis du non, mais c'est carrément clair. C'est carrément clair. Le but, c'est aussi de vulgariser un peu un vocabulaire qui peut être parfois technique. Je suppose que tu n'es pas tout seul pour ce genre. Non, pas du tout. Vous êtes combien aujourd'hui chez Payflows? Donc, j'ai monté ça avec mon associé Pauline Mickman. Et chez Payflows, on doit être pas loin, un peu pas loin d'une trentaine. En tech, donc il y a des arrivées. Il y a des arrivées sur les prochains mois, donc on va monter à peu près 25. Peut-être d'ici 3-4 mois. Cool. Et donc ça, ces personnes, moi je vois, j'en parle souvent avec les entrepreneurs que je rencontre. Le plus dur, c'est de trouver des développeurs, etc. Commercialiser le produit, c'est compliqué, mais avoir un produit fiable, c'est aussi l'essentiel. Comment toi tu vas aller chercher les bons collaborateurs pour pouvoir embriguer tout le monde? Alors moi je dirais pas que c'est le plus dur, de mon point de vue. C'est savoir quoi faire. Et savoir quoi faire pour essayer le but c'est quand même un but économique, c'est de maximiser le revenu d'entreprise. Et maximiser le revenu d'entreprise, c'est d'être un colère sur maximiser la plus-value que tu donnes au client. Moi j'adore, j'aime dire, ok, c'est l'impact que tu vas donner. Comment tu maximises l'impact Et ça, c'est pas évident. De dire, je me réveille ce matin, qu'est-ce que je vais faire en tant que CTO pour maximiser l'impact que j'ai chez le client? C'est pas toujours une question facile. Et donc, c'est cette question-là que tu dois avoir tous les jours. Et donc, tu dis, je vais te construire une équipe, et dans mon équipe, il va falloir que j'ai des personnes qui puissent combler mes trous. Chacun a des failles. Ce qui est bien, c'est de les compléter, que chacun les compléter. En plus, ça rend sympa parce que les gens sont complémentaires et apprennent les uns des autres. Donc ça, parfois, je trouve que c'est pas... Ça demande un peu d'exercice, mais ça va. Mais le fait de dire qu'est-ce que je fais chaque jour pour maximiser mon impact, je trouve que c'est ça le plus difficile. Parce que je voyais sur le site internet, vous avez communiqué sur 4 millions d'euros économisés par vos clients sur toutes ces tâches-là. En quoi concrètement ton client ça va leur faire c'est qu'un chiffre mais... par exemple, faut savoir que dans beaucoup de systèmes aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, ce qu'on appelle la réconciliation bancaire, qui est j'ai un relevé bancaire, et le relevé bancaire d'une entreprise, c'est pas le relevé bancaire qu'on a personnel, il y a plusieurs dizaines de milliers ou plusieurs centaines de milliers de transactions par mois. Il va falloir que sur chaque transaction, j'aille lui affecter un ou plusieurs comptes comptables pour que tout soit réconcilié. Et donc ça, c'est souvent un travail manuel pour une partie. Et donc sur cette tâche-là, il y a des clients qui sont OK de payer par exemple à la réconciliation qu'on fait. Ça peut-être donne un exemple de la valeur. Je trouve que, je ne parle pas d'argent parce qu'il faut parler d'argent, mais je trouve que la valeur, l'argent est un très bon proxy de la valeur que tu donnes à un client. Ouais, c'est le but. C'est vrai. S'il y avait d'autres choses comme du troc, ça serait peut-être autre chose, mais là, on a l'argent et c'est le meilleur proxy qu'on a pour la valeur, la plus-value que tu ajoutes à un client. Et donc, sur ces tâches-là,
eh ben, il paye un certain montant, et si tu le multiplies, en gros, par le nombre de transactions, tu arrives à des montants comme 4 millions d'euros. Ouais. Pas que sur cette tâche-là, mais sur d'autres. Ouais. Donc c'est ainsi de suite. Tu pourrais dire, chaque tâche lui affecter un montant un peu hypothétique, et lui donner, et multiplier par le volume, et tu arriverais à des montants comme 4 millions d'euros pour des grosses entreprises. Hein. Ouais, bien sûr. Et les nouvelles innovations, c'est que vous faites un petit peu au quotidien, etc. C'est en échangeant main dans la main un petit peu avec vos clients sur comment identifier leurs besoins, comment automatiser encore plus, ou c'est vous qui via votre expérience et votre expertise, qui le fait? C'est un peu des deux. Ouais. Alors, en fait, je pense que qu'est-ce que les clients t'apportent? Ils t'apportent le bon contexte. Et c'est essentiel. Ouais. C'est si tu arrives bien à te mettre à leur place, tu peux comprendre leur métier et comprendre les difficultés qu'ils ont, ainsi de suite, et dire ok, quelle est la difficulté où j'aurai le plus d'impact et commencer à faire quelque chose. Je pense que pour innover, après c'est mon avis personnel. Hein, c'est bien que t'es là pour donner ton avis. Hein. C'est cool. C'est toi qui prends une décision. Ouais. C'est toi qui dis ok, moi ce truc-là, je le sens, c'est un peu mystique. Hein. Je vais aller là-dedans. Parce que je vois que c'est une grosse tâche, c'est compliqué, ils ont du mal, et ils galèrent, ainsi de suite. Je veux vraiment les aider, je pense que là-dedans je peux avoir un impact. Et c'est toi qui prends la décision et dire moi comment je vais le faire? Moi je le vois comme ça, ainsi de suite. Et ce qui est bien, c'est que quand tu commences à dire moi je le vois comme ça, tu peux changer des designs, tu peux changer des idées. Et donc eux ils vont dire oui, attends, mais t'as oublié ça, ou bien non, ça ne va pas, ou bien ah ouais, ça c'est bien, ça me plaît. Et donc c'est ce retour-là qui est important. Un, le contexte pour te donner un peu une direction où tu vas aller, et deux, des échanges qui permettent d'être sûr que ce que tu vas produire va avoir l'impact, ce qu'ils appellent l'effet recherché. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, tu me disais que vous êtes une équipe de 30. Pour développer encore tout ça, je suppose que vous allez lever des fonds. À quoi tout ça va permettre, et quel est votre but à moyen long terme en termes de... Alors nous, on a eu de la chance d'avoir des investisseurs qui nous accompagnent. On a fait une Précide et une Série A. On a levé 25 millions d'euros en total. Et à quoi servent ces fonds? Principalement, ça sert à fabriquer un produit et à le vendre. Fabriquer un produit, c'est CTO. Et le CEO, il fait en sorte la commercialisation, le marketing, ainsi de suite, il fait en sorte que ça marche. Et au niveau du produit, le CTO et le CEO, on se parle beaucoup, et ainsi de suite, et on fait en sorte que les efforts commerciaux et la technique se suivent, et qu'on a un effet combiné qui permet d'avoir un impact important en termes de vente. Et ça, c'est... Par exemple, je fais une feature qui est super bien en niveau IA. Il y a le marketing qui a préparé le terrain avant, avec des personnes qui ont été ciblées parce qu'ils savent qui est intéressé par ça. Et tu vas faire une sortie et tu as là, t'as de l'impact. Et tu me parlais de travailler de main dans la main. C'est une question que j'aime bien aussi également poser. C'est comment trouver la bonne personne à qui s'associer, être complémentaire, être sur la même longueur d'onde. Comment, toi, c'est quoi votre recette un peu secrète chez Peflows? Je ne sais pas s'il y a une recette secrète. Je pense que c'est peut-être une question de philosophie de vie. Je pense qu'il faut se mettre avec quelqu'un avec qui tu as des valeurs communes fortes. Parce qu'il y aura des désaccords, mais c'est pas très grave quand, sur l'essentiel, tu te retrouves. C'est normal qu'il y ait des désaccords, c'est ça d'ailleurs. C'est ça que les gens ne soient pas d'accord, parce que je pense que la vérité, elle sort du débat, elle ne sort pas de quelqu'un qui la trouve son chameau. Et donc, mais il faut être dur que tu dis, moi je sais par exemple que mon associée, elle est honnête, transparente, et que c'est quelqu'un de bien. Et moi je trouve que parfois, ça suffit. C'est essentiel. Voilà. Et je sais pas, j'ai vu que tu as fait du sport. Ouais, beaucoup. J'ai fait aussi du rugby un peu, donc tu avais du rugby. Excellent. Donc c'est comme quand tu es entre un 9 et un 10, ils n'ont pas besoin de s'adorer. Non, les gens ils ont juste besoin de savoir qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre. C'est évident. Et ça marche. Le pack d'avant aussi, si tu as ton deuxième ligne derrière qui suit, c'est sûr que c'est trop cool. Et je vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de... Moi, je suis très intéressé un petit peu par le milieu des fintech, etc.
comment tu vas réussir à faire la différence comparé à tes concurrents, parce qu'aujourd'hui la concurrence elle est un peu partout dans le monde. Alors nous on est déjà différenciés, Ouais. on est un peu suicidaire en fait, Ok. parce qu'au lieu de faire un produit, on en a fait 4 Ouais. Ok. en même temps. Ouais. Ça c'est la plus grosse différenciation qu'on a. Et notre approche elle est un peu plus systémique que les autres qui vont faire des verticales. On verra qui aura raison ou pas. Ouais. L'avenir nous le dira. Mais c'est ça notre différenciation. Et notre différenciation, dire qu'on peut aller facilement de la demande, début de la demande d'achat, Ouais. jusqu'à la réconciliation comptable entre le règlement Ouais. de la facture qui est issue de la demande d'achat, ainsi de Ouais. suite, tout dans le même outil. Ça c'est génial. Et vous avez de nouvelles features un peu qui vont sortir? Ou c'est top secret? Ouais. Je sais pas. Alors je sais pas si les choses ne peuvent pas dire top secret. Je laisse ça pour des problèmes plus importants que les problèmes comptables. Non, ce qu'on fait vraiment, ce qu'on pousse vraiment, c'est on a commencé à avoir des agents qui fonctionnent sur le produit. Donc un agent qui émule le rôle d'un comptable, un agent qui émule un peu le rôle d'un aide à un trésorier qui va pouvoir gérer les mouvements internes. Et ben on développe un peu plus ces agents-là afin qu'ils fassent d'autres tâches. Et par exemple, ce qu'on a, c'est qu'on a un vrai copilote qui permet de requêter de la donnée en temps réel via... Quand tu dis requêter, c'est... En gros, c'est tu dis, donne-moi quels sont mes top 10 fournisseurs. Ouais. Et notre modèle, il va aller requêter, il va traduire cette phrase-là en code. Ouais. Il va requêter la donnée du client et il va lui donner le résultat. Tu peux générer des graphes, des rapports comme ça, ainsi de suite. Ok. Et ça, tu vas le retrouver directement sur ton ordi, toutes les infos. Donc, en fait, dans Payflow, ce que tu as, c'est que tu as une partie chatbot, ainsi de suite, qui est toujours que tu peux ouvrir et qui peut toujours rester ouverte et ne pas changer même malgré que tu navigues dans le produit. Et tu vas pouvoir faire des allers-retours tout le temps avec ce chatbot. Par exemple, quand tu as une erreur, tu dis j'ai pas pu insérer, j'ai une erreur sur cette facture-là, pourquoi je comprends pas. Tu peux mettre cette erreur-là dans notre chatbot directement avec un clic et il va te dire il y a un contexte de ton utilisation et dire tiens attention, le tax code que tu as utilisé, il n'est pas conforme par rapport à ce fournisseur-là, parce que ce fournisseur-là il n'est pas en France, il est aux US, par exemple. Et ça c'est le machine learning qui c'est tout ça qui va permettre que l'outil soit plus performant. C'est automatisé, c'est qu'on essaie de le concentrer sur des problèmes importants et donc changer des tax codes parce que quelqu'un a fait une erreur de mapping un jour, c'est pas... Vaut mieux que ce soit vaut mieux que ce soit un LLM qui te dit il faut changer comme ça parce que c'est cette raison-là, que tu te casses la tête à chercher sur internet pourquoi ça va pas, ainsi de suite. Un autre exemple de ce qu'on fait aussi, c'est on peut orchestrer un certain nombre de tâches qui sont préalables à ce que tu renouvelles un contrat. Dans une entreprise, quand tu renouvelles un contrat, tu ne renouvelles pas un contrat comme ça. Tu vas déjà aller voir les personnes, tu vas dire est-ce que ça se passe bien? Tu vas vouloir faire une analyse des dépenses que tu as fait avec ce fournisseur-là, est-ce qu'il y a des factures en attente et pas des factures en attente, et tu vas essayer de pouvoir avoir un sens de est-ce que tu peux négocier quelque chose ou pas. Et donc en fait on a des agents qui vont commencer à collecter de la donnée, pouvoir booker des meetings pour que les personnes puissent échanger et ensuite avoir un petit résumé synthétique de voilà ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, et pouvoir faire une analyse de la performance globale du produit de ce fournisseur-là dans ton entreprise pour dire voilà, et dire tu as un levier de négociation, c'est qu'en fait on avait pris 15 users, on n'utilise que 5, alors on a un rabais quoi. Et par exemple. Ouais, par exemple. Après, je pense qu'il y a plein d'exemples. Et tu vois, c'est intéressant de voir un petit peu aussi l'autre aspect plus technique d'une plateforme comme la vôtre. Est-ce que tu peux être CEO et CTO à la fois? Ça existe? Ça fait beaucoup pour une personne. Ouais, c'est compliqué, je pense. En fait, je pense qu'il existe, mais je pense quelque part, après, c'est juste, tu as délégué une partie des choses où tu es le moins à l'aise, ou bien une partie où des gens à qui tu peux te fier le plus de ton scope.
qui va dire un scope technique et un scope CEO qui est commercial, marketing, vision plus long terme, relations investisseurs, ainsi de suite. C'est difficile de tout faire. Mais je pense qu'aussi, avec la technologie, c'est en train de changer. Je pense que d'ici 2 ans, on aura peut-être la première licorne avec une personne qui sera un solo founder. Un solo founder. Ouais. Oui, comment tu vois un peu, c'est ce que j'allais te poser la question, comment tu vois un peu l'avenir dans ce milieu-là, fintech en général? Milieu dans fintech, je pense qu'il y a un shift, c'est que les métiers les plus opérationnels ne vont pas se faire automatiser le plus vite possible. Ok. C'est les métiers d'expertise qui sont extrêmement bien documentés, qui vont pas se faire automatiser, mais qui vont plus avoir la même primauté qu'avant. Ok. Par exemple, aujourd'hui, si sortir un bilan avec des données, tu peux demander à un chat GPT ou ainsi de suite, tu lui donnes les bonnes données, il va te sortir un bilan, peut-être pas de la qualité d'un expert comptable, mais un truc qui tient la route. Ouais. Et Par contre, aller réconcilier la donnée dans 5 ou 6 systèmes, ainsi de suite, comprendre tout ça, quelque chose que fait une comptable avec sa feuille Excel, il ne va pas le faire tout de suite. Parce qu'il n'a pas les accès, c'est plus compliqué, ainsi de suite. C'est sûr que c'est plus... Alors qu'on aurait pu on aurait pu croire au départ à dire ma petite comptable, c'est fini. Mais je pense que l'expertise, c'est très bien, parce que l'expertise va être démocratisée. C'est une belle idée que la connaissance soit démocratisée. Et là, aujourd'hui, l'IA, je suppose que c'est un peu... ça vous aide vraiment à vous développer aussi à fond. Alors, c'est un outil, vous l'implémentez. Nous, on utilise tous les jours. On le propose à nos clients, on utilise tous les jours. Tous nos ingénieurs, ils ont des systèmes qui sont très automatisés pour coder, ainsi de suite. Et ça permet de produire plus vite, de faire moins d'erreurs, d'avoir quelque chose de plus standardisé, plus propre, et de régler les problèmes plus vite. C'est clairement. Trop cool. Voilà. Et aujourd'hui, Payflow, c'est quoi l'objectif? Vous voyez où dans quelques années? C'est une bonne question. L'objectif, c'est toujours d'avoir un impact de plus en plus fort chez nos clients. Et à terme, pouvoir qu'une entreprise puisse grossir de manière importante sans que son compte finance grossisse. Et donc qu'une partie une grosse partie du travail soit absorbée par une combinaison entre nos automatisations et notre produit. Ok. Donc trop cool. Et c'est une question que j'aime bien poser à mes intervenants. C'est un peu vague, mais... non, mais il faut être vague, parce qu'après, si tu rentres dans le détail... c'est pas très intéressant. Non, c'est pas forcément pas très intéressant. C'est bien que les gens ils se fassent une idée, peut-être ça nous apportera de meilleures idées. Non. C'est une question que j'aime bien poser à mes intervenants. Qu'est-ce qu'ils diraient au Joseph plus jeune? Tu vois, moi j'ai 23 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que tu donnerais un peu en conseil de la personne qui a vu un peu plus de pays, et qui a vu un peu plus d'entreprises, de missions, etc. Qu'est-ce que tu donnerais aux jeunes aussi? L'intérêt du podcast, c'est vraiment de transmettre à des jeunes via en échangeant avec des dirigeants d'entreprise. Je dirais une chose, n'aie pas peur. N'aie pas peur, Pourquoi? Quand tu es jeune, ton environnement, que ce soit proche, tes amis, ta famille, ils ont une prise assez énorme sur toi. Et donc, ta famille, elle veut ton bien. Donc, ce qu'elle veut faire, ta maman va te donner le pari le moins risqué. Mais peut-être que le pari le moins risqué, peut-être que toi, ça ne te satisfait pas. Et donc, je parle pour ta carrière professionnelle. Mais pour ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, donc c'est cool. Et en fait, il ne faut pas avoir peur. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, faites-le. Et en fait, ce que les gens ils vous racontent, les couilles. Rien à foutre, franchement. Même vos parents, tout ça, si ça vous tient à cœur, faut le faire. Et même si c'est un échec, vous aurez appris tellement là-dessus que ça ne sera pas un échec. C'est que du gagnant-gagnant. Parce que les échecs, souvent on dit on apprend en faisant des échecs, des erreurs, etc. Je trouve que c'est un peu vrai. Tu vois, aujourd'hui, je suppose que vous devez sortir des features qui marchent peut-être pas forcément, ou dans lesquelles vous n'êtes pas forcément réceptif, mais c'est pas grave, vous avancez. C'est ça. Et pour ça, il faut prendre des risques. Il faut pas avoir peur. Après, c'est vrai que c'est important.
c'est pas toujours évident, tu vois, de pouvoir se rendre compte avec le peu de maturité que tu as encore pour le moment, même si, tu vois, quand tu as 23 ans, tu as fait des stages, des expériences, etc. Mais c'est pas vraiment, t'as pas vraiment pris la vague de la vraie vie dans la face. Donc, C'est-à-dire quoi la vraie vie? non, mais la vraie vie, c'est... ouais, c'est une bonne question, c'est bête ce que je viens de dire. Y a pas de vraie Non, vie. c'est pas ça, Ouais. c'est ce que t'en fais en fait. Ouais, C'est toujours. En fait, c'est toujours. C'est un peu une comédie, c'est un jeu de perception. Ouais. Donc la vraie vie, les risques, tout est un jeu de perception. Si tu dis, bon, bah, c'est conventionnel, en fait, je m'en tape. Ouais. Moi, j'aime faire des podcasts. Et je vais le faire à ma manière, je vais faire ça. Ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais risqué de ma vie, Ouais. moi? c'est vrai que quand tu pars de ce point de vue-là, c'est vrai que tout est beaucoup plus facile d'accès et en fait, il faut se lancer quoi, au bout d'un moment. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire. Est-ce que vous recrutez des jeunes, des stagiaires pour... Alors, on recrute des stagiaires et on a pas mal d'annonces sur Welcome to the Jungle, donc Ouais. on est vraiment content de pouvoir accueillir tout le monde qui souhaite nous rejoindre. Si des gens veulent rejoindre l'aventure Payflows, Voilà. ils sont bienvenus. Après, je veux dire, ce qu'on fait, c'est intense. Ouais. Autant on sait comment on est exigeant, on est Ouais. gentil, attention. Ouais. Mais il faut être exigeant. Voilà, et donc c'est pas fait pour tout le monde. Et c'est pas grave, c'est pas un problème. Faut juste le savoir, c'est les règles du jeu, c'est comme ça. Et donc voilà, donc si vous voulez de l'intensité et de l'exigence, vous allez apprendre beaucoup chez nous. Trop cool. J'ai un petit jeu que j'aime bien proposer à la fin, c'est de pitcher ta boîte en 1 minute, un peu en bref. Waouh. En Que peu en soit- bref. Ouais. Ok. Que vraiment tu vulgarises au max ton entreprise et que les gens puissent le retenir, tu vois. Là, j'aime bien après les utiliser en petits shorts pour les réseaux sociaux, etc. Ok. Voilà, après on peut prendre 5 minutes, tu peux réfléchir, il n'y a aucun souci. Et quand tu dis pitcher la boîte, c'est-à-dire ce qu'on fait où on va ou Ouais, c'est... ce que tu fais, ce que vous faites, où vous allez, ce que vous proposez, quoi, en fait. Techniquement, si tu présentes... Ok. Ce qu'on fait, c'est en fait, on rend la donnée financière et comptable accessible à tout le monde. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout le monde a la visibilité sur les budgets de son équipe, où ça en est, ainsi de suite. Et en plus, on va aller aider les métiers opérationnels de la finance à faire mieux leur travail. Ok. Réconcilier des factures, insérer des factures, s'assurer que plein de choses fonctionnent. Et donc, derrière, ce que ça produit comme effet, que il y a une meilleure visibilité sur la santé financière de l'entreprise et donc les directeurs financiers ne subissent plus les événements. Ouais. Ils peuvent les anticiper et ils peuvent faire en sorte que, en fait, tout ça, il y a beaucoup de gestion de liquidité, que ce soit un poste, ce soit plus un poste de dépense, mais un poste peut-être de revenu. Ok. Voilà. Bah c'est cool, c'est clair. Est-ce que J'espère c'est clair que c'est clair pour tout le monde. En tout cas, pour moi, c'est clair. Trop cool. Est-ce que tu as des réseaux à nous partager sur LinkedIn, Insta allez voir le site internet de la page. On a Payflows sur LinkedIn et on a le site internet. Ouais, site internet. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que... Merci à toi surtout. Ouais, c'est cool. C'est cool de pouvoir échanger aussi avec des sujets dans lesquels je suis peut-être pas forcément très à l'aise de temps en temps. Mais ouais, c'est très intéressant. En tout cas, merci beaucoup, Joseph. J'espère que ça vous plaira et que ça vous a plu. Je te dis un grand merci. Merci à toi. Et n'hésitez pas à aller postuler si vous êtes intéressé à rejoindre Payflows. En tout cas, encore un grand merci et ça marche. Et à très vite à tous. Merci Ciao. beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez trouvé l'échange inspirant. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer un de nos prochains épisodes. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux pour continuer la conversation, poser vos questions et découvrir du contenu exclusif. Votre soutien est essentiel pour nous aider à grandir et à partager encore plus d'histoires fascinantes. Merci encore et à très bientôt pour un nouveau podcast.